Bonjour à tous et bienvenue toujours dans ce module nommé technologie du bâtiment. Après avoir vu l'implantation des bâtiments précédemment, aujourd'hui nous allons voir les fondations. D'abord, nous allons définir ce que c'est qu'un bâtiment. Un bâtiment est un ouvrage où vit et évolue l'homme. Maintenant, il faut comprendre que les bâtiments peuvent être classés suivant leur destination, à savoir habitation, et parmi les bâtiments pour habitation, on peut noter tout simplement les logements, les hôtels, les hôpitaux. Les bâtiments également peuvent être destinés au travail, et si c'est le cas, on peut donner l'exemple des bureaux, des usines, etc. Ils peuvent être également destinés à l'e-sport. Et parmi ces types de bâtiments, on peut noter les stades, on peut noter également les gymnases. Et si c'est destiné aux réunions, on peut noter les lieux de culte, de cinéma, mais également de théâtre, etc. La structure des bâtiments est généralement constituée d'éléments horizontaux, parmi lesquels on peut citer les poutres, mais également les planchers, les dalles, etc. D'éléments verticaux, parmi lesquels on peut citer les poteaux, mais également les voiles porteurs. Ils sont également constitués d'éléments divers comme les escaliers par exemple, mais également de fondations. Et parmi les fondations, on peut noter les semelles par exemple isolées. On peut noter aussi des héradiers, etc. On peut noter également les pieux. Une fondation, c'est quoi? La fondation, c'est la partie d'un bâtiment qui transmet au sol porteur l'ensemble des charges qu'elle reçoit. Et on peut voir l'illustration sur la figure 1 où vous voyez ici la fondation qui reçoit l'ensemble des charges issues du niveau du plus haut vers le niveau le plus bas, voilà, jusqu'à là, qui arrive jusqu'à la semelle, et la semelle transmet ces charges au sol. Voilà, donc la fondation, c'est la partie d'un bâtiment qui transmet au sol porteur les charges qu'elle reçoit. Et parmi ces charges, on peut noter les charges permanentes, il y a les charges d'exploitation, il y a les charges climatiques, mais toutefois, la fondation reçoit les forces ascendantes du sol. C'est ce que vous voyez ici en bas. Les flèches orientées vers le haut, ce sont tout simplement les forces ascendantes du sol que la fondation reçoit également. Cependant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut noter que toutes ces actions, c'est-à-dire les forces permanentes, les charges d'exploitation, les charges climatiques, les forces ascendantes du sol, toutes ces actions doivent constituer un système de force en équilibre. Les types de fondations, il existe plusieurs types de fondations, à savoir les fondations superficielles, comme sur cette figure. Il y a également les fondations qui sont des fondations semi-profondes, comme vous le voyez ici, mais également il y a des fondations profondes, voilà, sur pieux ou micro-pieux, mais également il y a des fondations spéciales comme les parois moulées que vous voyez ici à côté.
Qu'est-ce qui motive le choix d'une fondation? Eh bien, le choix d'une fondation repose sur des critères, à savoir assurer la sécurité des habitants et la stabilité de l'immeuble. Adopter également une solution économique, mais également la contrainte ou la pression que le sol peut supporter. Ces critères permettent de définir ou bien de choisir une fondation. Maintenant, quand dit-on qu'une fondation est superficielle? Une fondation superficielle, c'est tout simplement une fondation à faible profondeur. Si la profondeur de fouille est inférieure à 3 mètres, et si le rapport entre la largeur de la semelle et la profondeur des fouilles B sur DM est supérieur à 1,6. Par exemple, si nous avons une semelle de largeur B égale à 1,5 m et de profondeur de fouille D qui est égal à 2,5 m, alors B sur D égale à 1,5 sur 2,5, ça donne 0,6, ce qui est supérieur à tout simplement un sixième qui est égal à 0,166. Par conséquent, on a une fondation superficielle. On a une fondation superficielle. Sinon, c'est une fondation profonde. Donc, vous avez un peu ici le schéma qui illustre ce qu'on vient d'expliquer sur la fondation superficielle ou profonde. Vous voyez, quand ça dépasse 3 mètres, on est dans le cas des fondations profondes, et quand les fouilles ne sont pas supérieures à 3 mètres, nous sommes toujours dans le cas des fondations superficielles. Donc ici, vous avez la largeur de la semelle qui est fonction tout simplement de la profondeur des fouilles. Maintenant, les fondations superficielles, il y en a plusieurs, d'où les types de fondations superficielles que nous allons vous présenter. On peut en citer les semelles de fondation isolées, on peut en citer les semelles de fondation excentrées, continues sur mur, continues sous poteau, ou bien les radiers généralisés. Et les images que vous voyez illustrent ces différents types de fondations superficielles. Quand il s'agit de semelles de fondation isolées, vous voyez ici l'exemple que l'illustre, si c'est excentré. Vous voyez ici l'exemple que l'illustre. Souvent, les semelles excentrées, on les utilise quand on a des mitoyens, c'est-à-dire des habitations qui sont côte à côte par rapport à la mienne. On est obligé on ne peut pas faire dans ce cas une semelle centrée, mais on va faire une semelle excentrée pour ne pas empiéter dans l'emprise par exemple de l'autre. Il y a également des semelles continues sous mur, comme vous le voyez ici. Vous voyez ici la semelle continue sous ce mur. Il y a également les cas des radiers généralisés que vous voyez sur ce schéma. Quelle est la différence entre la semelle de fondation isolée et une semelle de fondation continue sous mur? Si c'est une semelle de fondation isolée, cette semelle reçoit un poteau soit isolé, soit des poteaux jumelés, soit un poteau d'angle, soit un poteau de rive ou bien un poteau intérieur. Par contre, si c'est une semelle continue sous mur, elle reçoit tout simplement un mur qui est continu ou bien des poteaux qui se trouvent sur la même ligne,
mais il faut noter que la longueur de la semelle est au moins 2 fois supérieure à la largeur s'il s'agit d'une semelle contenue tout simplement sous mur. Il faut noter que ces fondations servent d'intermédiaire entre les éléments porteurs et le sol afin de répartir les pressions sur le sol de fondation. Comment s'effectue le calcul de la section d'une semelle isolée sous poteau? On part d'un exemple simple pour vous montrer comment s'effectue ce calcul. Supposons que nous ayons un poteau carré de côté 15 cm. Alors, la section du poteau sera de 15 cm x 15 cm, ce qui va donner tout simplement 225 cm². Or, chaque centimètre carré de béton peut supporter 80 décanewtons au minimum si ce n'est pas ferraillé. À cet effet, ce poteau pourra supporter au minimum 225 x 80 décanewtons, ce qui va donner 18 000 décanewtons. On sait que chaque centimètre de terrain de fondation peut supporter au moins 1,5 décanewtons. Vous pouvez voir sur le tableau qui est ici joint, par exemple, qui montre la nature des sols, la capacité portante d'un sol suivant sa nature. Par exemple, si on a les argiles ou les limons qui sont les plus défavorables, qui ont la plus faible capacité portante, voilà, qui varie de disons 1,5 décanewtons tout simplement à 3 décanewtons. Nous, on se met dans le cas le plus défavorable, 1,5 décanewtons. C'est pour cela qu'on a dit ici que chaque centimètre de terrain de fondation peut supporter au moins 1,5 décanewtons, ce qui entraîne une pression admissible de 1,5 décanewtons par centimètre carré. Donc, la surface portante sera calculée par S égale à F sur P. F c'est quoi? Quand vous regardez sur la figure qui est ici en bas à côté, vous verrez que F c'est tout simplement la force ou bien l'action de la charge, la force que ce poteau-là de section 15 va transmettre à notre semelle. Donc c'est égal à F sur P. P c'est tout simplement la pression, admissible, bien la contrainte admissible qui est ici 1,5 décanewtons par centimètre carré. Donc la section sera S égale à 18 000 divisé par 1,5, ce qui va donner tout simplement 12 000 cm². 12 000 cm² sur 225 cm², ça va donner 53,33. Donc, on peut dire que la surface de la semelle est de 53 fois supérieure à la surface du poteau. Alors, si on a une semelle carrée de côté L, nous avons L carré égale à 53 fois A au carré, d'où L égale à racine carrée de 53 fois A, ce qui va donner 7,28 fois A. Donc, le côté de notre semelle que nous voulons calculer est tout simplement de 7,28 multiplié par 15 cm, soit 109,2 cm. Ainsi, on peut choisir une semelle de section 110 x 110. Ok, j'espère que vous avez compris les étapes pour faire le calcul tout simplement de la dimension de votre semelle qu'on vient d'exposer. Maintenant, on peut passer aux étapes de réalisation des semelles isolées en béton armé. Eh bien, pour réaliser une semelle isolée en béton armé, il faut suivre tout simplement ces étapes. D'abord, c'est implanter l'axe de la semelle, réaliser les terrassements, comme vous le voyez ici. On implante avec des chaises l'axe de notre semelle. Ensuite, on réalise les terrassements, c'est-à-dire les fouilles. Puis, il faut en troisième lieu placer les piquets de repère. Et les piquets nous servent de limiter la hauteur, par exemple, du béton. Ensuite,
couler le béton de propreté. Et après, il faut poser les cales à béton pour l'arrobage à 5. Vous voyez ici, en cinquième lieu, on pose les cales à béton pour l'arrobage. Puis, on peut poser le ferrillage de la semelle. Après, on peut placer l'armature de liaison poteau-semelle. Vous le voyez ici. Donc, voilà. Et par la suite, il faut couler le béton pour la semelle, comme vous le voyez ici. Et à la fin, poser tout simplement les cales à béton du poteau de liaison. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux maintenant les fondations ainsi que les semelles isolées. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.